Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du balado Femmes de terre, Femmes de tête. Je suis Catherine Rousseau. Et je suis Sandrine Demers. Et nous serons vos animatrices. Femmes de terre, Femmes de tête est présenté par les agricultrices du Québec, le réseau de référence pour le succès des agricultrices et d'une agriculture durable. Elle est également la seule organisation agricole du Québec dédiée exclusivement aux femmes du secteur agricole. Pour cet épisode, nous avions le goût d'aller ailleurs, de se plonger en plein cœur des modèles émergents en agriculture. Selon l'UPA, parmi les cultures qui ont connu la plus forte croissance depuis 20 ans, on compte le houblon, le cannabis, le chanvre industriel, l'arcousier, la camerise, les insectes, la culture de champignons, la culture de noix, la production de serres et les forêts comestibles. On observe, entre autres, une certaine corrélation positive entre l'augmentation des femmes en agriculture et l'augmentation des modèles émergents dans les dernières années. Un hasard? Moi, je pense pas. Pour nous accompagner dans le sujet, nous avons une experte de la cueillette sauvage, Joanie Bélanger de l'atelier de cueillette, ainsi qu'une productrice de semences, Audrey Fontaine des jardins La Brouette. Bonjour, mesdames. Allô. Bonjour. Bienvenue au balado. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous parler un peu de vous, qui vous êtes, un bref historique de qui vous êtes? Je te laisse commencer. Oui, donc moi, je suis technicienne en écologie à la base. Donc, j'ai étudié l'écologie, puis j'ai développé une passion finalement pour la botanique. Donc, pendant une quinzaine d'années, j'ai fait des inventaires de plantes en forêt. Puis c'est comme ça que j'ai développé mon expertise au niveau de l'identification des plantes, au niveau de l'écologie des forêts aussi. Et j'avais envie, en fait, d'aller plus loin. Tu sais, je passais des journées entières en forêt à me promener tout seul, à identifier des plantes. Puis c'était ça mon travail, finalement, autant pour la protection des milieux humides, protection des plantes rares aussi, donc sur différents projets. Mais j'ai toujours été intéressée aussi par l'aspect alimentation locale, par l'aspect médicinal aussi des plantes. Fait que j'ai suivi au fil des années des cours en herboristerie, des cours en transformation aussi. Et je faisais plus cette partie-là pour moi, pour ma famille, mes amis, puis je continuais mon travail comme botaniste en forêt. Puis au fil du temps, j'ai vu de plus en plus un intérêt finalement pour ce sujet-là, de ce qu'on peut manger finalement en forêt, de ce qu'on peut cueillir à l'état sauvage pour différentes raisons. Puis quand je partageais ces informations-là, juste autour de moi, là, avec mes amis, la famille, je voyais c'est ça, qu'il y avait de l'intérêt, puis je voyais qu'ils essayaient les trucs que je leur donnais, puis après, ça faisait vraiment une différence. Fait que j'ai eu envie finalement de partager finalement ce savoir-là. Puis c'est pour ça que j'ai créé là, mon entreprise, l'atelier de cueillette, où j'offre maintenant là, des différents ateliers en forêt, une formation en ligne, pour vraiment apprendre à tout le monde, en fait, à qui ça les intéresse, de savoir identifier les plantes, les reconnaître, puis faire de la cueillette ensuite sauvage, autant avec les plantes comestibles que médicinales. Pour que ça soit plus accessible aussi. C'est ça, pour que ça soit accessible à tout le monde, en fait. Super. Et toi, Audrey? Moi, je suis passée d'un métier non traditionnel à un autre métier non traditionnel. Auparavant, j'étais ébéniste. Donc, j'ai travaillé dans ça pendant quasi 15 ans. En arrière d'écran, un bureau, j'étais un peu tannée. Fait que j'ai décidé que je voulais mettre les deux mains dans la terre, puis je voulais vivre de ma passion. Là. Je faisais des très grands jardins. Puis je me suis mis à cultiver comme ça des légumes, puis aller au marché public, vendre des légumes. Puis ma passion pour les semences, c'est venu en voulant m'autosuffire en semences parce que je trouvais ça très dispendieux. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, comment est-ce que je pouvais reproduire mes propres semences. Puis là, la piqûre est venue, ça a été comme une passion, puis une flamme, là. Fait que j'ai lu beaucoup. Puis je me suis lancée là, corps et âme là, dans la production de semences là, après 5 ans de production de légumes. Fait que là, j'avais, tu sais, ma régie de légumes était bien établie. Je savais comment bien faire mes légumes. Mais là, de se rendre jusqu'au bout de la semence, il y a des plantes qui sont bisannuelles, des annuelles. Tout ça, c'était plus compliqué. Fait que, puis d'arriver avec une semence qui germe. Fait que ça, c'était l'autre défi là, qui m'a amené à pousser plus loin mes connaissances puis tout ça. Puis avec les années, l'entreprise a grandi, puis je trouve ça super intéressant. Je suis comme toujours en mode apprentissage. Là.
Fait que là, dans le fond, tu produis tes semences que tu plantes, puis tu récoltes tes fruits et légumes, dans le fond. Les fruits et légumes, ouais, c'est ça. Mais là, je vends plus au marché des fruits et légumes. Tout ce que je fais, là, c'est cultiver la semence pour reproduire d'autres semences. OK. Donc, c'est de la multiplication là, de semences que je fais. Là. Dans les deux cas, autant Joanie qu'Audrey, vous devez pas être beaucoup au Québec à faire ce type de modèle ou ce type de production, en fait. Écoute, moi, de mon côté, on est à peu près entre 20 et 30 personnes. Donc, tu sais, qui... Oh, OK. Au Québec? Au Québec. Ah, wow, OK. Qui font vraiment de la production au Québec. Tu sais, ils ont des champs. On a des champs, on produit nos plantes, on récolte nos semences, puis tout ça. Il y a une multitude d'entreprises au Québec. Quand la pandémie est arrivée, ça a comme ouvert une porte de Pandore. Là. Puis là, il y a des semenciers qui sont apparus, puis là, on se disait « Ah, je le connais pas, lui! » Tu sais, mais ça fait déjà comme 5 ans, là, 5, 6 ans, 8 ans. Il y en a que ça fait 30 ans. Il y en a qui sont beaucoup plus vieux que nous, là, qui font ça là, depuis plusieurs années. Puis là, tout d'un coup, tu te ramasses avec plein de monde que tu connais pas, mais finalement, tu te rends compte qu'ils produisent pas au Québec leurs semences. Ils achètent puis ils revendent des semences. T'sais. Puis ils se disent que c'est des Puis semenciers. Ils se disent semenciers, puis ils se disent qu'ils vendent des semences du Québec. Wow! Il y a une marge, il y a des affaires au Québec qu'on n'est pas capable de produire. Là. Puis, tu sais, on a des gens qui ont des connaissances depuis plus longtemps que moi. Tu sais, moi, ça fait juste comme 10 ans là, que je suis dans ça. Mais il y a des gens là, qui... Ça fait 30 ans. Tu sais, si je prends Patrice, qui est dans l'Est du Québec, lui, ça fait longtemps qu'il produit ça, mais il y a des plantes qu'il produit pas, là. Fait que je vois pas comment ça se fait qu'un nouveau arrive, puis Que lui, il arrive. lui, il arrive à faire ça, là. Tu sais, il y a comme... Il y a anguille sous roche, ouais, comme on c'est dit. ça. Fait que ça, c'est un peu... Tu sais, comme ça, c'est un peu frustrant, des fois, de voir ça. Mais en même temps, on est là pour, tu sais, promouvoir une agriculture qui est saine, puis être capable aussi de préserver de la génétique. C'est notre métier, c'est ça. Au final, là, c'est d'être capable de dire, ben on a... c'est quelque chose que les gens ont créé depuis des milliers d'années, qui ont sélectionné au travers les années. Qui est propre au Québec. Ben, qui est propre au Québec ou mondialement. OK. Mais qu'il faut continuer de produire, là. Ça, c'est des centaines d'années d'acquisition de savoir que si on se transmet pas ça... Ça va se perdre. Ça va se perdre. C'est les industriels qui vont ramasser ce savoir-là, puis on n'aura plus ça. Là. Puis, tu sais, on le sait, là. Tu sais, on le voit. Les gens, ils... Ah, comment je fais pour faire pousser une carotte, tu sais? Fait que ça, on est rendu là. Ouais. Il est fou, hein? Fait que c'est, tu sais, la tranche entre je suis capable de me nourrir, puis je suis plus capable de me nourrir, elle est mince. Ben, en effet. Ça fait tellement un lien avec ce que je fais. Oui, aussi, c'est... Mais c'est ça, quand on parle de la préservation de ce savoir-là, Oui. dans mon cas, c'est exactement ça. Puis c'est pour ça que je fais ce métier-là aussi. Tu sais, c'est un savoir qui s'est complètement perdu, là, la connaissance sur les plantes sauvages, sur ce qu'on peut manger. Ouais. C'est de la nourriture, c'est de la médecine qu'on a locale, près de chez nous, accessible, tu sais. Puis c'est ça, c'est quelque chose qui s'est complètement perdu aussi. Ben, c'est un garde-manger qu'on connaît pas. Oui, exactement. Maintenant, les gens vont... Tu sais, tu dis, le monde ne savent plus à peine ouais, cueillir, pas cueillir, faire pousser une carotte, tu sais. Ouais. Dans mon cas, les gens vont en forêt. Avant, tu sais, on savait reconnaître nos arbres, tu sais, dans les générations. Maintenant, on ne sait même plus reconnaître nos arbres, des plantes. C'est fou. Je suis la première Oui, à c'est avouer que je le normal. sais pas. C'est normal, c'est que c'est plus enseigné. Tu sais, c'est super rare, peut-être un petit peu dans des cours de sciences secondaires, une petite affaire, ou tu sais, c'est minime, là, pas suffisamment pour l'apprendre. Moi, je pense que ce serait dès le primaire, tu sais, que c'est des connaissances, même le jardinage, justement, tout ça. Puis c'est ça, c'est vraiment de la préservation de connaissances, finalement, là, tu sais. Puis pour répondre aussi à votre question initiale, là, tu demandais s'il y avait beaucoup de personnes Qui pratiquent ce métier-là. c'est ça. Dans mon cas aussi, c'est un métier vraiment non conventionnel. C'est un peu le pourquoi vous êtes ici. Oui, c'est ça.
Puis je ne sais pas exactement la quantité de personnes, parce que des fois, il y a des personnes aussi qui font ça en région, qu'on ne sait pas nécessairement. C'est pas tout le monde non plus qui sont sur les réseaux, qui sont dans ces métiers-là aussi. Comme le mien, c'est un métier qui est aussi traditionnel, tu sais, à la base, puis c'est pas tout le monde qui a envie non plus de... Bref, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes que je connais pas qui font ça aussi qui à la base. Qui s'exposent juste pas publiquement. C'est ça, tu sais, je suis pas mal certaine qu'il y en a aussi, fait que je connais pas la quantité exacte, mais clairement, c'est pas quelque chose qui existe beaucoup, là, ce métier-là. Comme métier, en fait, comme métier, de faire ça dans le vivre à temps plein, de faire une entreprise avec ça, parce que c'est... Puis c'est que les gens le savent, c'est difficile d'avoir ce métier-là. Là. Il faut... Moi, j'ai créé, tu sais, mon expertise là-dedans. Tu sais, j'ai pas choisi quelque chose au cégep ou à l'université qui m'ont amené à faire ce métier-là. C'est vraiment un bagage que j'ai créé, puis je suis arrivée, puis je me suis dit, wow, j'ai envie de faire ça, mais j'ai vraiment créé mon métier, tu sais. Fait que c'est comme si ça... C'est quelque chose de... C'est ça qu'il faut développer. Puis malheureusement, au Québec, il n'y a plus grand personne qui connaissent les plantes. Justement, dans les deux cas, tu sais, est-ce que quand vous avez décidé de vous lancer là-dedans, est-ce qu'il vous manquait d'informations? Y a-tu de la littérature? Y avait-tu, je sais pas moi, un mentor? Tu sais, il manque-tu? J'imagine que oui, là, il doit manquer beaucoup d'informations. Justement, quelqu'un qui se dit, moi, je veux me lancer là-dedans, mais qui s'y connaît pas du tout. Je sais pas si ma question est claire. Je pense qu'on voit plus souvent peut-être des cours d'herboristerie, de cueillette de plantes passer sur les réseaux sociaux que sur la production semencière. C'est comme un peu plus... on dirait qu'il faut fouiner un peu plus. Puis même dans les techniques agricoles ou quoi que ce soit, il y a non, maraîchère. En fait, on peut séparer ça en deux parties. Au Québec, il y a les producteurs de grains et de semences, là, de grandes cultures, qui, eux, sont... il y a des cours. Il y a des cours au cégep, il y a des cours aux professionnels qui se donnent dans ça. Les formations sont axées sur la production de masse. Puis, ensuite de ça, pour, mettons, la production de semences comme moi je fais, là, ça devient comme plus corsé. Tu vas avoir... les cours de botanique, des choses comme ça, tu peux, faire ton cégep en production horticole ou un cours au professionnel en production horticole. Ensuite de ça, tu peux prendre des cours de botanique à l'université ou sinon t'en aller, comme agronome. Mais ça te mène pas nécessairement... Il n'y a pas un programme spécifique pour c'est ça. pas un programme spécifique. Par contre, si on va en Europe, si on va en langue, il y a une ligne droite, là. T'sais, si tu vas être semencier dans ta vie, c'est là le chemin. C'est plus reconnu en Europe. C'est très reconnu. Ils produisent beaucoup d'hybrides. Ils jouent avec les génétiques, puis tout ça, ils créent des OGM. Fait que, c'est comme très... c'est plus défini, ils ont plus de définitions. Puis souvent, ces métiers-là, on va les retrouver au niveau des PhD, les docteurs en végétal. Ben là, eux autres, ils vont créer peut-être, je sais pas, moins 5-6 semences dans leur vie, là, qui vont créer une variété. Là. Mais ils vont tellement pousser leur connaissance pointue sur une sorte de plante, puis qui vont créer des variétés bien définies. Là. Fait que, d'être semencier comme moi ou comme ceux que je connais au Québec, là, qui font des semences de fleurs, de fines herbes, de légumes, là, il faut que tu ailles chercher tout. Il y a des livres, tu peux c'est aller... au compte-goutte un peu. C'est au compte-goutte. C'est en parlant avec les autres semenciers aussi. Là, tu fais des grosses erreurs. Les premières années, c'est comme tu scrapes des batchs de semences. C'est impossible. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'il doit y avoir du erreurs là-dedans. C'est clair. Je les ai toutes perdues. C'est une année là, de récolte, de production avant d'arriver de temps, d'argent, à une semence que tu as investi. Puis du temps, ouais, de l'argent, puis tout ça, c'est... Tu sais... Puis là, t'arrives à la fin, puis ça germe pas. Ah, l'horreur. Tu sais... Fait que c'est vraiment... Tu sais, il y a une partie d'apprentissage que tu peux faire par des livres, par des connaissances. Souvent, les vieux livres vont avoir des informations. Tu les trouves où, ces vieux livres-là? Écoute... C'est grimoire! Mais c'est grimoire, ouais,
C'est l'image que j'avais en tête, là, le vieux grimoire avec la bibliothèque d'Harry Potter. Moi, pas de farce. La place où ce que j'ai trouvé le plus de livres agricoles puis tout ça, c'est un monsieur qui me louait une maison, tu sais, dans un champ. Puis quand je suis rentrée dans cette maison-là, il y avait une énorme bibliothèque. Mais j'étais vraiment chanceuse de tomber là-dessus. Wow. Là. Le monsieur, il avait plein de livres agricoles, de l'apocatière, là, mais tu sais, qui dataient là, de genre 1903, tu sais, le début là, de l'école d'agriculture. C'est des archives qu'il y avait dans la bibliothèque. Mais moi, je lisais ça le soir parce que j'avais rien à faire. Puis, tu sais, c'était toute leur recherche sur telle variété de plantes, ça pousse bien, ça pousse pas bien, voici les caractéristiques. Mais ça a dû être une mine d'or pour ça, toi. Fait que c'est vraiment une mine d'or que je sois tombée là-dessus. Fait que moi, je pense que les vieilles personnes au Québec, ils ont des trésors cachés dans leur bibliothèque. Puis ça serait important qu'ils les partagent avant que ça se perde, là. Fait que ça, puis souvent, tu vas dans des places de bouquinistes, tout ça. Fait que tu vas te grapper plein d'informations là-dessus. Après ça, il y a quelques universités que tu peux aller chercher des recherches aussi. Puis les échanges avec les autres semenciers aussi qui nous apportent une multitude C'est ça, parce que je pense que vous vous rencontrez des fois là, entre semenciers. Puis justement, il y a l'air d'avoir une belle communauté de partage là-dessus. L'été, écoute, on essaie de faire 2 à 3 visites de ferme. Fait qu'on fait le tour, tu sais, c'est pas long. À 20 au Québec. Le tour. Non, mais... Puis, en même temps, on échange sur nos méthodes de récolte, de culture, qu'est-ce qu'on fait. On voit comment est-ce que l'autre cultive aussi, parce que c'est très important d'avoir le visuel. Puis, tu sais, il y a des machines. On se patente des machines, tu sais, c'est comme... OK, ben là, il y en a un qui a vu ça sur Internet. C'est comme une mini-batteuse avec un bicycle, tu sais. Puis là, on se fabrique des affaires pour nettoyer nos semences parce que on n'a pas accès... On n'a pas assez de semences pour avoir accès à des cribs commerciales. Puis les équipements coûtent excessivement cher si on va dans les équipements plus de pointe qui servent plus à la recherche, mais qui seraient de la bonne grosseur pour ce qu'on fait. Fait que, on n'est pas des universités, là. On peut pas se payer des petites batteuses de rang, ça serait bien le fun, là. On la reluque toute, mais c'est pas dans notre budget, là. Fait que vous êtes créatifs. Fait qu'on est très créatifs. Je sais pas, toi, Joanie, de ton côté, y a-tu de la littérature? Sûrement. Mais ce que j'allais dire, y a-tu de la littérature? Y a-tu, comment t'as-tu appris, toi aussi, sur le tas, en utilisant l'expression? Ben ça me faisait beaucoup penser encore avec ce que tu disais. Moi aussi, c'est une panoplie de livres, là. Surtout à l'époque, quand j'avais commencé, c'est beaucoup avec les livres que je travaillais. On utilisait un peu, en faisant des recherches sur Internet, mais pour vrai, c'était plus précieux ce que je trouvais dans les livres aussi. Autant du point de vue du savoir traditionnel, dans le fond, plus autochtone, etc. Moi, j'aime vraiment faire un mélange entre ce qui était utilisé traditionnellement, confirmé avec plus la science qui est utilisée, ce qui est confirmé. C'est ça, je fais vraiment un mélange de tout ça, puis je me fais une tête avec ça. Puis, fait que c'est vraiment un mélange comme ça. Puis, tu parlais de l'herboristerie tantôt. Ouais. Moi, tu vois, ce que j'avais rencontré à l'époque, quand j'avais fait des cours en herboristerie, j'ai appris plein de choses que je trouvais super intéressantes, pertinentes, mais ça s'appliquait moyen à ce que je voulais faire après parce que les plantes qu'on apprenait, c'était des plantes cultivées de jardin, tu sais. Très, très peu de plantes à l'état sauvage de notre territoire. Peut-être que ça s'est changé, là, je suis pas au courant maintenant, tu sais, ce qui est les plantes qui sont présentées, mais on voyait la calendule, on voyait la camomille, tu sais, toutes des plantes, c'est ça, plus de jardin. Oui, on voyait aussi le plantain, exemple, qu'on peut trouver aussi à l'état sauvage, etc., l'ortie, mais c'était vraiment focusé jardin, culture, jardin, puis pas ce qu'on trouve à l'état sauvage en notre forêt ou... c'est ça, fait oui, ça m'a amené un bagage super pertinent sur plusieurs aspects, mais je pouvais pas juste partir avec ça non plus puis dire ça y est, je fais mon métier. T'sais, ça a été vraiment un apprentissage. Puis à ma façon, chaque personne qui fait ce que je fais ici au Québec a un parcours différent aussi. C'est pas... Puis il y en a qui focus plus sur le côté juste comestible. Il y en a d'autres, c'est plus justement vraiment l'herboristerie ou des trucs comme ça.
Moi, c'est vraiment travailler avec notre territoire, avec ce qu'on a dans nos forêts. Puis je dis forêt, mais ça peut être nos mauvaises herbes, entre guillemets, de jardin. Ça peut être ce qu'on trouve dans nos gazons. C'est fou, là, tout ce qu'on a partout. Comme le pissenlit. Exemple. Pour vrai, on peut en faire des salades. Ouais, on peut en faire avec le pissenlit. C'est juste hallucinant tout ce qu'on peut faire avec Plus que ça. de la salade. Moi, je connaissais les salades de pissenlit. Les pestos de feuilles de pissenlit, je peux plus m'en passer au printemps. Mi-mai, j'ai le congélateur rempli de pesto frais. Avant même d'avoir du basilic au jardin. Fait que toi, tu fais partie de celles qui a hâte que le pissenlit pousse sur le gazon. Oui, vraiment, ouais. Puis c'est ça. Puis moi, je fais un mélange aussi, tu sais, dans notre forêt, sur notre terrain, dans le fond, où j'accueille les groupes, on utilise, oui, les plantes forestières, mais on a aussi implanté en mode un peu prairie sauvage des plantes, tu sais, pour avoir... j'ai en haut d'une centaine de plantes comestibles médicinales sur notre 10 acres, tu sais, qui est même pas si immense. Puis on a reproduit un peu des écosystèmes. Fait que, tu sais, moi aussi, j'en ramasse des semences, puis j'en sème, tu sais, pour... je suis pas puriste dans le sens où, oh mon Dieu, ça n'a pas été planté. Tu sais, c'est pas ça l'idée. C'est le fun de les avoir près de la maison aussi, tu sais. Fait qu'il y a tout ce volet-là, on peut... je mélange, là, finalement. Tu sais, je travaille avec, entre guillemets encore, mes mauvaises herbes de jardin. Ah, je laisse un peu de pissenlit là, parce que je sais que je vais les récolter. Ça nuira pas après aux autres trucs que j'ai plantés en jardin, ou tu sais... On joue avec ça. Mais ouais, c'est ça. Puis comme je disais, chaque personne, finalement, qui travaille dans ce métier-là a un peu aussi des branches différentes. Puis moi, je combine vraiment le côté comestible et médicinal. Tu sais, pour moi, les deux font un. C'est ça, comme je disais, il y en a qui font plus médicinal, d'autres qui s'intéressent vraiment plus à la nourriture sauvage, les PFNL qu'on appelle souvent, les produits forestiers non ligneux, mais qui sont... En fait, je dis ça, mais il y a le côté comestible et médicinal de ce côté-là aussi. Mais bref. Audrey disait qu'elle a fait des essais-erreurs, mais dans ton cas, il me semble que j'aurais été plus stressée de faire des essais-erreurs parce que c'est pas tout qui est comestible. Oui, bien ça, c'est la base. Puis c'est important que tu le dises. T'sais, dans ce domaine-là, le numéro 1, là, peu importe, ça que t'as pas le choix, c'est l'identification de la plante. Ben oui, parce que si tu le sais pas, je veux dire, tu peux t'empoisonner. Oui. Fait que mes essais-erreurs, je les ai pas faits à ce niveau-là, parce que comme j'avais l'expertise pour bien identifier les plantes, mes essais-erreurs, je les ai fait beaucoup en cuisine, tu sais, des trucs que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est dégueulasse ce que je viens de faire, c'est pas bon, c'est ben trop amer, c'est quoi cette salade-là, c'est quoi cette... C'est plus à ce niveau-là. Un conseil, si quelqu'un nous écoute... Vos essais-erreurs, ne les faites pas en dégustant dans la forêt, mais en les cuisinant une fois que vous avez reconnu ce que vous cuisinez. C'est super important, c'est la base, ça, vraiment, de partir de savoir bien identifier. Puis j'ajouterais même de bien connaître la plante. Tu sais, maintenant, justement, avec tout ce qui est disponible rapidement sur Internet, sur les réseaux, tu sais, les gens regardent une vidéo de 10 secondes, 30 secondes, qui se disent « Ah, juste cette plante-là, c'est bon, je peux aller l'accueillir, je sais que je viens d'apprendre ça. » Tu sais, puis ils poussent pas plus nécessairement. Puis c'est le fun, ça donne l'information gratuite, ça éduque les gens, mais des fois, je trouve que... Après, c'est de la responsabilité des gens, il faut qu'ils aillent plus loin. Puis ça peut avoir un effet, c'est de savoir identifier, mais savoir, elle est comment ma plante? Tu sais, c'est une vivace, c'est une bisannuelle, c'est une plante rare, elle est-tu à croissance lente? Parce que on parle de pas se nuire à nous, mais il faut pas non plus nuire. Est-ce qu'elle est rare? Puis, c'est super important d'apprendre à bien connaître la plante. Puis je trouve que ça, c'est un peu mis de côté, tu sais, dans la cueillette. Là, c'est comme... Tu sais, on le voit, ça, c'est... Faut que ça soit vite, tu sais. C'est quand est-ce que je vais l'avoir. Ouais. Puis, tu sais, je vais prendre... Ben, effectivement, tu sais, dans la cueillette sauvage, comme tu fais, il y a un risque qui est là. Moi, je pense... Ben, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de me tromper en 2 champignons, là. Ben oui! C'est risqué. Ça, c'est risqué. Mais bon, c'était pas si pire, là. J'ai juste mangé un bol amer. C'était très amer, mais tu sais, c'est... Quand tu vas trop vite puis que tu connais pas assez ça, tu peux facilement te tromper dans les plantes. Vraiment. Tu peux te nuire à toi, puis tu peux nuire aussi parce que tu as cueilli d'une façon tout croche sans comprendre la croissance de la plante, comment ça marche. Puis ça, on minimise souvent ça. Mais tu sais, là, aussi, ça reste accessible. Tu sais, il y a vraiment... À quelque part, dans un sens, c'est facile d'identifier les plantes. Tu sais, quand on a les bons critères, qu'on se fait bien expliquer comment faire, c'est possible vraiment. Là. Tu sais, ça reste accessible à tout le monde. Là. Bien, je trouve ça beau la manière que tu sais que, tu sais,
avec tes cours d'herboristerie, tu avais un petit peu eu un manque, tu sais, de connaissances à ce niveau-là, au niveau de la cueillette sauvage, mais que là, maintenant, t'offres des cours, tu sais, pour apprendre un peu plus. Fait que je trouve ça fun parce que t'as pallié un peu à ce manque-là dans justement, au Québec, en connaissances là, sur la cueillette sauvage. Fait que je trouve ça beau de voir aussi ce développement-là que tu fais aussi. Inconsciemment. Je Oui, pense que je m'étais exact. à moitié rendu compte, mais au bout du compte... Oui, mais tu pense que contribues c'est maintenant ça, parce que C'est encore plus beau que c'était inconscient. ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, vous êtes toutes les deux propriétaires de votre entreprise. On le sait que au niveau agricole, le financement n'est pas tout le temps facile. Bon, Joanie, c'est pas tout à fait du domaine agricole, mais quand même, pour financer vos entreprises, est-ce que vous avez eu facilement accès à du financement? En avez-vous eu besoin à la base? Et si oui, c'était-tu facilement accessible? Écoute, côté financement, moi, quand j'ai commencé avec une ferme maraîchère. Fait en ayant une ferme maraîchère, je te dirais que j'avais accès à plus, tu sais, de subventions. Puis, bon, c'est sûr là, que faut que tu payes des agroéconomistes pour être capable, tu sais, d'avoir un plan d'affaires super structuré avant d'aller voir la financière ou une quelconque banque pour avoir soit des prêts ou soit... Mais c'était, tu sais, c'était pas facile, mais c'était faisable. Là, je te dirais, comme semencière, c'est impossible. Il y en a plus de prêts, puis il y en a plus de financement qui est disponible parce que quand j'ai décidé de juste passer aux semences, j'ai décidé de réduire beaucoup mon entreprise. Tu sais, j'ai coupé mon entreprise de 3/4. Fait que ça a fait en sorte que je suis tombée, tu sais, comme en dessous du palier de subvention. Fait que là, j'ai plus accès à ces subventions-là. Il me servirait, ces subventions-là. Je les utiliserais, tu sais, pour ma production de semences. Mais tu cadres plus dans les critères. Mais je cadre plus dans les critères du tout. Puis quand j'arrive pour aller voir une banque ou une institution financière, et là, oublie ça. Là. Moi, je suis comme un zombie là, qui sort... c'est comme à risque, on dirait. C'est comme hyper à c'est risque. ça. Eux autres, non, nous autres, on finance pas ça, c'est trop à risque. À risque est méconnu aussi. Méconnu. Puis, t'as beau arriver avec des chiffres, là, j'ai quand même dizaines de chiffres en arrière de moi, tu sais, c'est comme, youhou, ça va y aller, là. Je suis capable, là. Je suis capable. Mais non, ça passe pas, parce qu'eux autres sont pas capables de sortir les données, puis, bon, on va se le dire, là, peut-être qu'ils pourraient sortir des données, mais ils veulent pas trop, tu sais. Fait que je trouve ça un peu... des fois, c'est un peu frustrant. Ben, je comprends. C'est clair. Fait que, puis là, tu dis, bon, c'est-tu en plus parce que je suis une femme? J'osais pas le dire. Tu sais, ça rentre-tu en ligne de compte? Remarque, tu sais, moi, ça m'a jamais créé ben de barrière. Là. Je suis une femme, mais regarde, tu vas voir que j'ai plus de coups que toi. Mais... tu sais, ça reste que c'est une difficulté, puis je suis sûre que c'est une difficulté pour tous les semenciers, là, tu sais. Il y en a qui sont plus gros, il y en a qui ont eu accès à des subventions, mais tu sais, c'est comme, ils ont des années et des années de métier en arrière d'eux, puis ils ont... tu sais, il y avait déjà une entreprise qui était plus grosse, là, fait qu'ils ont eu accès à des subventions plus facilement. Mais quand tu es une petite entreprise, là, ça passe pas. C'est vraiment dommage. C'est dommage parce que ça peut pas permettre à d'autres entreprises, comme déjà que c'est une petite production. C'est une petite production, mais tu sais, c'est des petites productions qui pourraient devenir plus grandes puis créer de l'emploi. Parce que, tu sais, juste au Canada, on a pour 3 milliards de dollars de semences. Wow. Tu sais, en légumes, là. Mais oui. Fait que, on peut-tu les produire ici, nos semences? Tu sais, on aurait comme... Wow, ben oui. Il y aurait du stock, là. Avoir une belle autonomie alimentaire T'sais, aussi, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, les gouvernements, ça prône l'autonomie alimentaire, tout ça. Mais il y a une méconnaissance dans la base. Bizarre. C'est ça. Je pense qu'il y a une méconnaissance, c'est poche, parce qu'il n'y a pas autant de sensibilisation à ce Non, niveau-là. c'est Mais ça. je pense qu'ils savent juste pas. Mais tu sais, justement, dès qu'on pousse un peu plus les recherches, c'est à la base de tout, là, tu sais. Tu sais, puis on dirait que côté économique, ils oublient que... regarde, c'est une couple d'entreprises semencières mondiales qui vendent des semences à tes producteurs maraîchers partout au Québec, au Canada.
écoute, il y a de la... On pourrait ramener ça, T'sais, comme tu dis, économiquement au pays. On là. pourrait ramener ça économiquement au pays. Là. Ça serait vraiment de quoi faire. Ça serait lucratif. Oui, ça serait lucratif. Il y aurait des gens qui auraient des bons emplois. Puis, tu sais, c'est une passion aussi en même temps. Mais, tu sais, en même temps, c'est faisable de vivre de ça. Là. Fait que... Ouais, c'est un peu mon cheval de bataille. Je m'en vais La demande, elle serait là. La demande, elle serait là, tu sais. Oui, en fait, la demande, elle est là. Les clients sont là, mais les entreprises sont internationales ou c'est des très, très grosses entreprises qui sont là depuis des centaines d'années. Ils sont pas concurrentiels au niveau des... Non, tu peux pas arriver... En fait, c'est très difficile. Tu peux pas... Bon, on va se le dire, là. Mackenzie, tu peux pas arriver à côté puis dire « Hey, moi, je vais tasser Mackenzie. » Ben oui. Oui, non. Ça marchera pas. C'est une entreprise canadienne quand même, là, tu sais. Tu peux pas vendre tes semences au même prix aussi, parce que c'est pas le même... tu sais, je veux dire, t'as pas le même effort qui a été fourni que quand t'as plein de serres, puis... Ouais, il y a ça. Par contre, ce qui arrive, c'est que tu peux pas vendre une semence à un prix que... Comment je pourrais bien dire ça? Tu sais, mettons, ton effort de travail, ta semence, tu peux pas la vendre le prix que t'as mis l'effort. Mais ça, on est tous conscients de ça. Fait Parce que que là, la passion que tu dis. oui, de là, la passion. Mais tu sais, c'est en vendant beaucoup qu'on va faire notre argent. Tu sais, ça, on le sait. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, faut en vendre. Mais tu peux pas dire à quelqu'un, « Hey, moi, j'ai cultivé mes carottes, ça m'a pris 2 ans faire ma semence de carottes. Fait que moi, tu sais, 100 graines, je vais te vendre ça 10$. » Non, tu peux pas faire ça, il te les achètera pas. Là. Fait que, puis, tu sais, fait qu'il faut que tu trouves un moyen de vendre tes semences, peut-être, tu sais, un coût moindre pour que ça soit accessible aussi, puis que les gens se mettent à en acheter. Fait que souvent, on est pas mal légal, je te dirais, avec les grands semenciers. Là. Puis toi, Ariane? Joanie. Ariane, ça me va. Ça me va, Ariane. Il y a personne qui s'appelle Ariane. Tu penses à quelqu'un qui s'appelle Ariane? Je sais. Pas du tout, en plus. Puis toi, Joanie, pour ton entreprise, comment ça s'est passé au niveau du financement? Est-ce que tu... Ben, c'est ça. Comment ça s'est passé au niveau du financement? Oui. Au départ, j'avais eu de l'aide du MAPAC parce que j'étais considérée comme transformateur artisan parce que, dans le fond, je faisais des produits au départ avec mon entreprise. Okay. Quand j'avais commencé, je donnais un peu de cours, un peu de formation, mais mon entreprise avait vraiment 2 volets. Je faisais des cueillettes sauvages, puis je transformais ensuite, je faisais des produits que je vendais et je faisais de la formation, comme je disais. Puis, au départ, j'avais eu de l'aide du MAPAC, là, différentes aides, là, vu que je suis rentrée dans la catégorie de transformateur artisan. Et là, je fais plus ce volet-là, fait que j'ai plus accès à ça. J'ai eu de l'aide aussi avec la MRC, dans le fond, dans mon coin, par rapport à... Puis là, ça touchait pas nécessairement parce que j'étais dans ce domaine-là ou quoi que ce soit, c'est juste pour aider les entreprises de la région, là. J'avais cadré, là, dans... Cool, ça, c'est intéressant aussi, des fois, d'aller chercher, je penserais pas, mais d'aller voir dans les MRC. Mais c'est exemple, moi, dans ma MRC, t'aurais de l'aide, tu sais, d'exemple. C'est n'importe qui mais qui a moi une aussi, entreprise. dans ma MRC, il y a une personne de soutien qui est là pour les entreprises. C'est ça. Wow, d'où l'importance des fois de fait que des subventions, il y en a. Même encore cette année, là, j'avais un projet que j'étais en train de déposer là, dans les prochains jours à la MRC avec quelqu'un avec qui j'ai discuté. Puis ça va sûrement être correct, puis ça va fonctionner. Fait que là, j'ai partie là, de subventions par rapport à ça. Ah, chouette. Fait que pour aider les entreprises, là, c'est ça. Nous, en tout cas, dans ma MRC, il y a ça. Fait que c'est les 2 volets que, dans mon cas, ça m'avait aidé, là, finalement. Mais sinon, j'imagine que toi aussi, comme Audrey, là, les grandes banques, si tu arrives avec un plan d'affaires, d'après moi, ils signent pas un chèque tout de suite. Ils comprennent pas vraiment ce que je fais, là. Ah, c'est intéressant! C'est une belle passion, c'est un beau hobby. Mais je dis ça, puis en même temps, ça dépend pour qui, mais je pense que c'est quand même de plus en plus, on en entend parler. C'est innovateur. Ça semble innovateur, pourtant, tu sais, c'est quelque chose qui vient depuis longtemps. C'est juste qu'on n'en parlait plus, puis à l'avant, c'était comme perçu trop marginal, je pense, ou trop... je sais pas, j'allais dire grano, ou tu sais, je sais pas trop quel volet ça pouvait avoir, mais moins pris au sérieux, je dirais, en fait. Puis là, maintenant, plus
sais, pour Mais c'est justement... rendu une mode beaucoup aussi. Là. En tout cas, moi, sur mes réseaux, là, la cueillette sauvage en général, là, je trouve que j'en entends vraiment beaucoup parler. Peut-être c'est un intérêt aussi. Ouais, C'est mon algorithme. mais c'est ça, de plus en plus, si on a un peu l'œil ouvert pour ça, ben on entend quand même, c'est ça, de plus en plus. Fait que quand même, tu sais, je dis que les gens sont comme moi, ok, c'est ça, mais oui et non, ça dépend qui. Mais c'est comme de plus en plus on entend parler, ben il y a plus d'ouverture, je dirais, là. Ouais. Puis comment c'est perçu par rapport aux autres productions ou, mettons, Audrey, dans le milieu agricole? Comment c'est perçu la production de semences? Écoute, c'est un peu spécial, tu sais, parce que, admettons que moi, je suis dans plein de conseils à l'UPA. Tu t'impliques beaucoup. Ouais, je m'implique vraiment beaucoup, là, je suis dans 4 conseils. On aime ça, les femmes impliquées. Oui. Puis, en fait, là, quand j'atterrissais, mettons, dans un conseil, là, c'était... Oui, mais fais-tu vraiment de l'agriculture? Tu sais, c'est comme méconnu, puis sont comme pas trop sûrs de qu'est-ce que je fais. Parce que tu produis pas les... Tu sais, dans le sens... Ben, c'est parce que je vais pas au marché public. T'sais. Exact. Fait mais je produis des légumes, mais je vais pas au marché public. Puis je vends pas d'un grossiste non plus. T'sais. Fait que là, c'est un peu bizarre. Je fais des semences, mais pas du soya, pas du blé, pas du maïs. C'est pas leur semence à eux, là. C'est pas leur semence à eux. Ça, c'est... Je me retrouve avec des plantes sauvages dans mes affaires, mais tu sais, je suis pas un produit forestier non plus. Fait qu'ils savent pas où te Ils catégoriser. savent pas où me mettre, là, tu sais. J'ai une serre, je produis en serre, mais pas des tomates, pas des concombres, tu sais, pas des fleurs. Fait que je suis comme un peu bizarre, tu sais, je suis une bibite, là. Fait que... Nous, on adore les bébites. On adore ça. Mais c'est correct. Je pense que, tu sais, depuis le temps que je m'implique, là, je pense que là, l'ouverture est là. Puis ils ont compris qu'est-ce que je faisais. Tu sais, puis, bon, là, tu sais, j'ai des gens dans les conseils que là, ils m'achètent mes semences. Fait que, tu sais, l'ouverture, elle est là. Elle commence, tu sais, tranquillement. Mais ouais, on est, tu sais, je suis comme considérée comme une production végétale autre. Fait que, tu sais, ils mettent avec le foin les producteurs de potes, les producteurs de chanvre. C'est donc bien drôle. Tu sais, comme toutes les autres productions, l'argousier, mettons, tu sais. Ouais, mais justement, c'est vu comme émergent, mais en même temps, ça devrait pas, parce que c'est à la base de C'est à la base de ta... Ouais. Tu sais, c'est comme la tomate que tu manges chez vous. Si moi, je suis pas là, c'est pas de valeur, t'en mangeras pas. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est pas si émergent. Fait que finalement, Non, c'est fini. c'est À l'instant, notre balado. C'est pas tant émergent que ça, au Non, contraire. c'est ça. Tu sais, c'est un vieux métier. Ben, tu sais, semencier, avant ça, les gens faisaient ça chez eux, tu sais. C'est ça, avant d'être un métier, c'était dans le quotidien des C'était gens. dans le quotidien des gens. Ça faisait partie de leur survie. S'ils récoltaient pas leurs semences, c'est bonne valeur, mais l'année suivante, il y avait peut-être pas de légumes, tu sais. Puis il y a des légumes qui se sont oubliés avec le temps. Bon, tu sais, nos ancêtres français et anglais, quand ils sont arrivés ici, sont arrivés avec une multitude de variétés. Puis là, je pense que je sors de la question. Ah, ben non, Mais moi, c'est identique, par exemple, Ouais, avec ce que c'est tu ça. dis. C'est ça, c'est que ça s'est perdu avec le Ça temps. s'est Puis perdu. à la base, c'était pas un métier, ce que je fais. Non. À la base, c'est pareil comme ce que tu C'est viens ça, de dire. c'est quelque chose pour survivre. Ouais, Ça faisait partie du quotidien. Ça la faisait... vie. Oui, c'est Ouais. ça. Puis aujourd'hui, c'est émergent. Puis aujourd'hui, c'est Ben, c'est comme si on y retourne, puis on a Ouais. oublié qu'on y a toujours C'est été. ça. Tu sais, c'est un peu ça. Oh, oui, Ben, comme on disait tout à l'heure, c'est des savoirs qui se sont perdus. perdu. Mais Ouais. qu'avant qu'on les perde vraiment, ben là, il y a des gens comme vous deux qui les reprenez puis qui Puis- nous éduquent, nous. Ouais. Mais tu sais, je pense que nos deux métiers se rejoignent Vraiment. vraiment beaucoup. Parce que, tu sais, la sélection, ça s'est fait à partir de plantes sauvages au départ. Que, ben là, l'humain, il a décidé que, hey, cette plante-là, j'en veux plus. Je vais essayer de la planter. Moins amer, plus croquant, Plus juste croquant. telle façon, on va Telle modifier couleur. ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est par sélection. Ça a pris des milliers d'années faire ça, cette sélection-là. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, avec la botanique, puis avec la compréhension de, tu sais, des plantes, puis comment est-ce que ça se reproduit une plante, puis tout ça, on est venu qu'à créer des hybrides, puis tout ça. Mais, tu sais, la base est là. La sélection, ça s'est fait
sais, avec une sélection bien normale. Puis au fil du temps, on est venu qu'à cultiver. Bon, mais c'est pour ça que cette plante-là, elle pousse bien dans telle région, puis pas celle-là, tu sais. Aussi, fait qu'on a modifié c'est nos légumes, puis tout ça, là, parce que si on retourne, là, peut-être, si on retourne 200 ans, 300 ans, 400 ans en arrière, il y a des légumes, je pense qu'on ne reconnaîtrait pas trop. Ouais, je pense à la carotte sauvage, entre autres. Oui, il y a la carotte. Je la connais pas. Non, il y a une carotte qui pousse à l'état sauvage au Québec. C'est pas ouais. une plante indigène. Non. Moi, dans les plantes sauvages avec lesquelles je travaille, il y a autant des indigènes, donc qui viennent vraiment de notre territoire, qui ont toujours été ici. Puis il y a des plantes qui sont introduites, qui ont resté... Oui, c'est ça. Mais même le pissenlit, le plantain. Souvent, ce qu'on voit comme mauvaise herbe, c'est souvent pas indigène, en fait. T'sais. Puis la carotte sauvage, c'est pas une indigène, mais quand même, c'est... Elle est répandue, là. Il peut y en avoir partout de ça, puis c'est super intéressant comme plante. Autant les fleurs, les graines sont comestibles. La carotte, c'est sucré comme une carotte, j'ai envie de dire normale. C'est moins croquant, mais moi, je préfère sa saveur, elle est super aromatique. Ouais. Par exemple, moi, je la cuisine en bouillon, là. Je vais venir la faire bouillir justement pour faire un bouillon super aromatique à base végétale ou je trouve qu'en mode crudité ça va être meilleur la carotte à mon goût à moi là, cultivée, je trouve que c'est meilleur. Mais est-ce qu'il y a le feuillage comme une carotte ça aussi? ressemble vraiment beaucoup puis ça sent la carotte, il faut juste faire attention on a parlé tantôt, ça va bien identifier, mais dans la famille surtout celle-là, dans la famille des apiacées dans laquelle on trouve des plantes super toxiques comme la ciguë qui est même une plante mortelle en fait là. Puis c'en est une, justement, une raison de plus là, de prendre le temps de bien identifier les plantes. Là, c'est un bel exemple, en fait, pour parler de ça, qu'il ne faut pas se tromper, en fait. Parce que ça peut se ressembler. Entre les deux. Ça peut, une fois qu'on a les critères, c'est évident, là, on le sait, tu sais. Mais moi, si je ne connais pas, ça se pourrait que je me trompe. Il faut juste que tu sois bien formé, que tu prennes un cours ou que tu regardes dans des livres puis que tu aies vraiment la bonne information pour pouvoir bien faire. Je pense qu'on a des beaux livres au Québec aussi qui ont été faits comme dans les années 70. Moi, c'est avec ces livres-là que je travaille aussi. Oui, il y en a beaucoup. Des livres de botanique. Les livres de botanique, les livres de Fleurbec. Les Fleurbec, oui. Comment? C'était beaucoup plus populaire dans le temps justement là, des livres sur l'enseignement des plantes puis tout ça. Moi, je me souviens que mon grand-père, il avait une bibliothèque au complet justement là, d'anciens ouvrages que j'ai gardés. Puis je trouve ça super intéressant. On dirait que ça en fait plus autant des ouvrages comme ça. Ils sont encore, entre guillemets, à jour. Des fois, le nom des plantes change. Des fois, il y a des petites informations, mais tu sais, reste qu'identifier une plante, c'est encore les mêmes critères pour identifier la carotte sauvage que des années 70. Elle n'a pas changé. Dans 1000 ans, on en parlera, mais pour le moment, ça n'a pas changé. C'est une sélection, tu sais, la carotte sauvage. C'est ça, on est parti de là. Au Québec. Mais, tu sais, la carotte, elle vient de l'Eurasie, là. Donc, Afghanistan, Pakistan, les places comme ça. Et c'est une plante qui s'est comme propagée avec les colonisateurs puis tout ça. Puis c'est une plante, tu sais, si on s'en va plus du côté asiatique, la carotte, elle va être plus violette, elle va être plus dans des teintes de mauve, rose, tout ça. Mais on a une carotte orange, c'est parce que les Hollandais ont fait de la sélection. Super précise pendant moi, je ferais un épisode juste sur des la carotte. années. Moi, ça me passionne. La carotte sauvage, c'est fou, hein? Le mois prochain, épisode exclusif sur la carotte. Là, je me moque un peu à pas trop poser de questions parce que je suis comme... C'est pas le sujet, mais... Non, mais c'est super intéressant. Mais, tu sais, c'est ça. Souvent, c'est des plantes qui sont parties de la base, le maïs. Elle était sauvage, c'est ça. C'est tout ça. C'est des plantes sauvages au départ que l'humain a comme domestiquées. Puis pour des gens qui aimeraient justement retourner aux terres puis retourner à ces enseignements-là, est-ce que c'est facile de se partir séparément, là, comme soit en semencière ou pour la cueillette sauvage? Est-ce que c'est facile de commencer, de s'initier à ça? Oui. Dans mon cas, je dirais oui. Bien évidemment, pour le métier que moi je fais, non, c'est pas facile d'arriver à faire ce métier-là du jour au lendemain. Là. Comme je disais, c'est un bagage qui se construit au fil des années pour pouvoir faire ce métier-là. Mais après, pour
s'adonner à faire de la cueillette sauvage, ça, c'est accessible à tout le monde si on est bien informé. Je repars encore avec cette information-là. Là. Mais ou sinon, oui, c'est accessible à tous. Tu sais, comme on disait à la base, c'était pas un métier. Là. C'est pas un métier faire de la cueillette sauvage. Là. C'est quelque chose, on peut faire ça tout comme on jardine. C'est équivalent. Il y a juste le défi de l'identification. Mais c'est... Tu sais, on parle de pissenlit, tout le monde sait reconnaître un pissenlit. OK? Tout le monde sait ça à la base, je pense. Et c'est pas parce que vous connaissez les critères, tu sais, de manière que vous le voyez, vous savez que c'est un pissenlit. Bien, pour les plantes, les autres plantes, c'est la même chose. Il faut juste savoir les observer. Qu'est-ce qu'on regarde quand on identifie une plante, etc. Fait qu'il y a juste un apprentissage, finalement, à développer par rapport à ça. Puis une fois, puis on peut aussi y aller même plus facile. On peut en prendre des semences, justement, puis en implanter dans nos aménagements paysagers comestibles, en mode, dans un coin de jardin, un endroit où on laisse plus sauvage, justement, moins d'entretien, puis on accède à la nourriture aussi sauvage comme ça, tu sais, c'est possible aussi. On n'est pas obligé de partir avec notre gros sac à dos faire 10 km en forêt. Fait qu'on peut faire de la production de... On peut facilement. Puis, tu sais, on dit production, mais c'est comme un peu, en fait, tu implantes, puis tu gères un peu, parce que c'est pas vrai que tu peux pas du tout... ou sinon, là, tu sais, tout devient... ça devient le pain de Il y a un entretien quand même à faire. Mais minimum, tu sais, moi, chez moi, c'est un entretien minimum que je fais. Je gère un peu, puis là, j'ai accès à ça. Puis au niveau de l'énergie à mettre, c'est minime, là. Ouais, parce que c'est des plantes qui sont souvent super résilientes. Oui, exactement. Comparativement à un plant potager qui, là, tu dois plus t'en occuper. Exactement. Tout ça, ça va avoir besoin. Mais, tu sais, ça dépend de la sélection aussi qui est faite. Dans le plant potager, tu sais, on peut aller vers des sélections quand on est semencier puis dire « Ah ben moi, là, je veux plus mettre d'eau. » C'est assez les arrosages. Puis faire de la sélection de plantes en fonction de sa capacité de résistance hydrique. Là. Donc, intéressant. On va pouvoir être capable de dire, mais là, cette plante-là, elle va prendre de moins en moins d'eau, mais elle va produire quand même. Peut-être qu'elle va perdre un peu de production au départ quand on commence à faire ces sélections-là. Ça amène des fois vers des surprises qu'on ne sait pas. Des essais-erreurs. Oui, c'est des essais-erreurs souvent. Mais tu sais, ça peut être des essais-erreurs avec des livres, puis avec des cahiers de charges aussi, puis qu'on va décider, OK, bien c'est là que je veux m'en aller, puis faut, on va faire une recherche pour pousser le légume vers ça. Fait que, moi aussi, mon métier est accessible. Je pense à monsieur, madame, tout le monde qui veut récupérer des semences peut le faire. C'est sûr que il va peut-être avoir des mauvaises surprises, mais il va sûrement avoir plus de belles surprises en ramassant ses propres semences. Là. C'est sûr qu'il y a des légumes qui sont plus difficiles à faire que d'autres, mais récolter une semence de tomate, c'est relativement simple. Là. Quelqu'un qui voudrait se partir en mettant justement une entreprise de semences, c'est compliqué. Je te dirais que, teste plusieurs années avant de commencer à vendre tes semences. Fais-le chez toi pour Fais-le chez toi pour le si plaisir. Essaie-le. Partage tes semences avec des amis. Puis, ensuite de ça, c'est sûr que, tu peux venir t'informer dans les salons de semenciers, les fêtes de semences, on est toujours willing pour donner des informations. Il y a des gens qui m'appellent aussi des fois puis qui me disent « Ah, je peux aller visiter ton jardin, j'aimerais ça me partir dans ça. » Mais on va pas dire non, là, on est tellement peu. Fait que, c'est le fun. Je pense qu'on a un savoir à partager qui est grand, puis je pense que n'importe qui veut apprendre puis vraiment prendre le temps de bien faire les choses, ça va y aller, là. Il va pouvoir... Dans les deux cas, autant pour Joanie que pour Audrey, j'aime l'aspect que vous voulez éduquer. Au-delà de vos entreprises, de l'aspect financier, vous avez vraiment l'envie d'éduquer puis de transmettre ce savoir-là qui est peu connu, en fait, ou que peu de gens ont. Puis ça, je trouve ça super inspirant de voir que vous êtes animés par
transmettre ce savoir-là. Puis il n'y a pas d'animosité ou C'est de ça. concurrence ou comme... tu sais, c'est beau de voir l'entraide, justement. Je trouve ça très inspirant. Mais pour quelqu'un, justement, qui hésiterait, là... admettons, moi, je suis étudiante, j'hésiterais... j'aimerais ça me lancer dans une production agroalimentaire ou quelque chose où, justement... est-ce que vous auriez un petit pitch de vente pour... Pour inciter Sandrine à choisir votre métier. semencière ou faire de la cueillette sauvage? Écoute, moi, je te dirais que... attends un peu, un pitch de vente. Ah là, Tu c'est viens, un peu un c'est petit pitch, un là. petit pitch. Sandrine, vous mettez La la porte pression. d'ascenseur n'est pas fermée, là. Mais moi, je te dirais que, tu sais, c'est peut-être d'appeler un semencier puis de dire, hey, j'aimerais ça aller passer un été avec toi, tu sais, sur ta ferme, puis voir les étapes de production. Tu sais, souvent, on est en manque de personnel. Ou, tu sais, c'est sûr que... D'aller voir pour au moins D'aller voir, puis d'avoir beaucoup d'ouverture. Puis c'est sûr que, tu sais, c'est pas un métier facile, là. Souvent, on va travailler, tu sais, jusqu'à très tard l'automne pour récupérer les semences parce que, ben, il va faire froid. Puis on travaille dans l'eau, puis dans la pluie, puis tout ça, tu sais. Fait qu'il faut pas avoir peur de travailler avec la nature, là. Mais je trouve que c'est un métier qui est contemplatif. Mais j'aime que tu dises, venez l'essayer. Oui. Parce que comme tu dis, tu sais, c'est pas tout le temps les conditions. Non. C'est pas romantique, là, Non, au c'est soleil pas, et les fleurs dans le champ. Là, non. tu sais, j'aime que tu dis, venez l'essayer, vous allez Oui, voir. C'est la meilleure façon de voir si t'aimes ça puis si c'est fait pour toi. J'aime ça. Ouais. Tu sais, je suis pas dans le champ avec une belle robe fleurie puis un grand chapeau de paille. Là. Non. Ça ressemble pas à ça pantoute. Fait que... Puis, comme tu dis, t'as beaucoup de contemplation à faire, tu disais, Oui. d'observation. Oui, Puis, tout à fait. Ça, c'est la partie qui est comme contrairement à d'autres productions, des fois, qui comme c'est plus dans l'action. dans le- l'action. Puis, tu sais, bon, OK, ben là, j'ai semé à telle date, il m'est arrivé telle affaire. Tu sais, on tient tous ces cahiers de charges-là aussi. Là. Bon, semer, je vais avoir mes semences, ils vont être prêtes à peu près là. Puis, tu sais, ça, c'est avec les années là, que tu te montes un cahier de récolte, là, de dire, OK, mais là, ça me prend tant de temps à arriver à la semence parce que, tu sais, au départ, là, ma semence de chou, là, je vais te dire que j'avais bien beau fouiller n'importe où, là, j'avais aucune idée quand est-ce que ma fleur, elle sortirait du plan, là. Fait que ça c'était vraiment, tu sais, comme, OK, je l'essaye une année, on prend une note. Oh, les premières fleurs à tel stade, les semences. Oh, ma cosse de semences est sortie à telle date. Fait que, tu sais, si t'es pas là à observer ta plante, ça se peut que tu passes tout droit. Puis que la plante, elle, là, la coquille est fermée comme ça, puis là, elle va faire... Puis, tu sais, les semences, ils vont toutes partir. Là, il va falloir t'attendre à l'année prochaine. Ben là, il faut que tu attendes 2 ans. 2 ans, OK. Faut que tu refasses le légume, tu le conserves l'hiver, puis là, tu vas le replanter pour avoir ta semence. Tu sais, fait que T'es mieux d'être attentif. faut que tu sois attentif mais tu sais, ça te permet de t'accoter sur ta pelle puis de regarder une fleur. Ah, mais c'est beau. Moi, je trouve ça beau, là, ça fait pas pognage de beigne, là. Je trouve que c'est super intéressant. Ton pitch, Joanie? Oui, mais moi, ça dépend un peu si quelqu'un voudrait se partir ça comme métier, en fait, ou juste aller faire de la cueillette sauvage, apprendre ce collet-là. Fait que je peux parler des deux. Les deux. Fait à Deux côté, pitchs. c'est 2 pitchs, je vais en faire 2. Quelqu'un qui voudrait faire ça comme métier, c'est vraiment un beau métier. À la base, on est en nature, tout le temps. Puis quand je parle de faire ce métier-là, ça serait plus dans l'idée de faire de la cueillette pour ensuite vendre des produits, que ça soit du vrac. Il y en a qui vendent du frais, il y en a qui vendent du séché ou encore des produits transformés à partir des plantes de la forêt, finalement. Il y a plein de choses qui se font maintenant. Il y a de plus en plus d'entreprises qui commercialisent des produits comme ça. Fait que ça, c'est accessible. Il y en a des cueilleurs qui font ça, qui apprennent leurs plantes, puis ils n'ont pas besoin de connaître 150 plantes différentes. Les produits qui réellement se vendent, c'est pas mal tout le temps les mêmes. Fait que c'est assez facile d'apprendre à les identifier ceux-là puis de focusser sur ça. Que ça demeure quand même réaliste pour quelqu'un qui aurait envie de faire ça. C'est sûr que c'est exigeant, évidemment. Là, c'est pensez, par exemple, quand vous passez un après-midi à cueillir des fraises, là, ou un avant-midi, un après-midi moyen, tôt le matin. C'est exigeant faire de la cueillette quand même. C'est des postures qui sont quand même exigeantes, mais c'est pas un bon pitch de vente.
Ben, non, attends. Ouais, en fait, mais c'est la Ça réalité. te garde en forme. Mais c'est ça que j'allais C'est arriver. bon, c'est pas besoin d'aller au gym. C'est pas, Et voilà. fait que c'est pas évidemment facile, mais c'est incroyable. Là. Pensez-y, moi, toutes les fois que je suis là en train de faire de la cueillette en nature ou dans le bois, je suis comme, c'est ça ma job? Quand on aime ça, être en nature, c'est incroyable là, comme métier. Puis on travaille directement avec les plantes. C'est manuel, mais c'est quand même doux. C'est pas quelque chose de trop rough non plus. Fait, puis je dis ramasser des fraises, mais des fois, on est debout, c'est quand même varié, c'est ça le garde en forme. On est dehors, puis fait que ça, c'est le fun. Après, à voir comment il y a toute la partie commercialisation, etc., c'est tout un autre... d'autres défis qui peuvent venir, mais ça peut intéresser les gens quand même de pouvoir faire ça comme métier, être cueilleur, puis vendre leur cueillette, finalement. Et autant pour le volet, si c'est leur métier, que si on le fait plus de la cueillette sauvage, là, un peu pour tout le monde, là, que ça pourrait intéresser. Moi, en tout cas, ce que ça m'amène personnellement, c'est vivre au rythme des saisons. Ce que je trouve vraiment merveilleux dans ma vie. Ça m'amène à être attentive encore plus aux saisons puis à ce qui se passe. Au Québec, on est quand même un pays, justement, qui a des saisons bien marquées. Puis quand on travaille pas avec la nature, je trouve qu'on les voit à moyen passé. On est juste il fait chaud, il fait froid. On les apprécie peut-être un peu moins aussi. Oui, je pense. Puis en tout cas, moi, c'est ce que ça m'amène beaucoup. Évidemment, ça nous amène aussi de la nourriture gratuite, super locale, autant si c'est ton métier ou pas. Je veux dire, tu as accès à des aromates et des épices là, pour la cuisine qui sont incroyables, à des verdures printanières sauvages, à des fruits sauvages, à des racines à l'automne qui sont sauvages. C'est super diversifié. Ça nous amène de la créativité en cuisine parce qu'on a accès à des nouveaux ingrédients. C'est de la nourriture, on l'oublie aussi souvent, mais comme tu disais, au prix, ça a été sélectionné avec le temps aussi parce que oui, c'est plus croquant, c'est plus c'est moins amer, mais à la base, les ingrédients sauvages, la majorité sont super nutritifs, très riches en vitamines, en minéraux, etc. C'est des ingrédients sauvages qui sont en même temps quasiment médicinales, qu'on les intègre dans notre nourriture. Là. Fait qu'il y a ce volet-là qui est juste incroyable aussi. Et pour finir, qui est non le moindre, je trouve, c'est le côté plus lien avec la nature. Pour moi, la cueillette sauvage, c'est une excuse pour nourrir mon lien, finalement, avec la nature, avec notre environnement, avec notre territoire. Puis je trouve que de plus en plus, on a parlé au début, là, puis personne... on regarde la forêt puis on voit un tapis vert, là. Le monde ne savent plus rien différencier. Puis je trouve que c'est triste. Puis je pense que tout le monde devrait avoir une base au moins. Puis quand on développe cette relation-là avec la nature, ça change tellement de choses en dedans de nous. Il y a vraiment une nouvelle vision qu'on a justement de notre territoire. Puis ça nous amène plus envie de le protéger aussi. Il y a comme tout quelque chose qui change puis qui se transforme. Puis à la base, on avait ça qui nous était transmis dès notre plus jeune âge. Fait qu'on n'avait pas tant que ça à l'apprendre, arriver à 30, 40, 50, 60 ans. C'était comme des mathématiques ou des choses ça. comme ça, c'était une matière. C'était vraiment la base. Ça faisait partie de notre vie, de nos journées, de faire de la cueillette sauvage. Fait que maintenant, il faut comme le réapprendre, si on peut dire. Mais pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Puis tout le monde à qui je vois, qui sont dans mes cours, puis à qui je transmets ce savoir-là, je vois une différence, puis je vois des étincelles dans leurs yeux, puis des fois, ils sont comme « Oh mon Dieu, je me rappelle quand j'étais petite, je ramassais cette petite affaire-là, c'est fou, ça m'a toujours interpellée, puis là, je prends le temps d'y retourner, puis ça fait vraiment une belle différence, cette connexion-là, puis avec la nature. En plus de nous amener de la bouffe, puis en plus, c'est comme ça amène plusieurs aspects là, différents. Moi, tu m'as convaincue. Je t'ai convaincue. J'allais te demander justement, puis les pitchs de vente, Sandrine. Moi, je suis convaincue, là. Je me lance. Mais j'imagine que ça vient quand même avec des défis. J'ai comme j'ai mis un silence. En avez-vous des défis? J'imagine que oui. Écoute, le premier défi que j'ai, c'est de vivre de mon entreprise. Fait que je suis obligée d'avoir une entreprise. Tu sais, j'ai mon entreprise et je suis obligée d'avoir un emploi à l'extérieur. Parce que moi, j'arrive pas à vivre de ça par moi-même. Bon, tu sais, pour plein de raisons. Mais ça reste que je suis quand même restée dans le domaine des semences. Fait que, tu sais, où est-ce que je travaille, on produit des semences de grande culture.
Fait que t'es quand même proche. Pas loin, là. Tu comprenais les c'est comme- messieurs un petit peu avec leur semence de soya. Ouais, tu comprenais c'est le ça. langage. Ouais, je comprenais. Ben, en fait, quand je suis rentrée dans l'UPA, non, les semences de soya, puis tout ça, je comprenais pas ça. Puis moi, je me disais, mais je mange pas ça, pourquoi je produirais ça? Mais bon, tu sais, ça fait partie quand même de l'agriculture au Québec. Tu sais, on va se dire, là, c'est quand même... c'est pas la majorité là, de la production au Québec, là. Mais tu sais, ça fait partie du... C'est ça, de ce groupe-là. Mais, tu sais, moi, dans ça, ce que je me retrouve, c'est vraiment d'être capable là, de partager mes défis à ces gens-là, tu sais, pour qu'eux sachent que, oui, il y a des très, très petits agriculteurs qui écoute, on vivote. Puis, c'est ça. Tu sais, souvent, on compte deux emplois à la fois pour être capable de... Mais je pense que ça prend, tu sais, peut-être un autre agriculteur qui est conscient de ça aussi. Ou, tu sais, un autre employeur qui va te donner la chance de poursuivre ton rêve agricole puis de continuer dans cette veine-là. Là. Fait qu'ensuite de ça, mais tu sais, les autres problèmes... Écoute, Êtes-vous prêts? mon Dieu, on pourrait... tu sais, ouais, la On pourrait liste... faire un épisode. En plus, l'épisode de la carotte, on pourrait Ouais, faire un c'est ça, un épisode épisode de problèmes agricoles. Ouais, tu sais, il y en a toutes sortes, là, des problèmes. Tu sais, autant financement, autant que... Tu sais, ça peut être la température. Tu sais, les assurances, oublie ça, c'est zéro fait pour nous autres, là. C'est même pas fait pour des productions qui sont en plus grand nombre que nous autres. Fait que je les vois pas s'accorder avec nos productions du tout. Ensuite de ça, ben, tu sais, c'est de faire connaître notre métier, tu sais, faut un peu que tu sois capable de tout faire, là. Quand tu te lances en entreprise, là, je pense que, tu sais, il faut autant que tu sois comptable que celle qui va réparer le tracteur ou fabriquer des outils ou arranger des vieux outils qui ont au-dessus de 100 ans. C'est parce que c'est ça quand même. Tu sais, il faut que tu sois capable de faire de la recherche, du marketing, créer ton site Internet. Tu portes tous les chapeaux. Une femme à tout faire. Ouais, c'est ça. Tu sais, faut tout, tu portes les chapeaux aussi. Si t'es pas conscient de ça en partant, que tu vas avoir énormément de travail, puis que tu penses que tu vas faire ça 30 heures par semaine, puis que après ça, tu vas te reposer. Prendre des vacances quand tu veux. Ça arrivera pas. Il y a quelque chose qui... En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas. Tu sais. Mais remarque, tu sais, logiquement, on devrait être capable de vivre de ça, puis de travailler juste 40 heures par semaine, puis d'avoir, tu sais, comme... autant une santé financière que mentale, que tout ce qui vient avec, là. Fait que, ça devient comme un tout. Mais, tu sais, pourquoi que quand t'es... tu sais, quand t'es infirmière ou quand... Tu sais, je dis pas qu'une infirmière fait pas des heures supplémentaires, c'est pas ça, mais... Quelqu'un Que qui tu travaille punch in, dans- punch out. Tu sais, tu punch in, tu punch out. Quand t'es en agricole, là, le punch in, punch out, là, oublie ça. Il y en là. a pas. Tu punch in, mais tu sais pas quand tu punch out. Non, il y en a pas. Quand t'es dans l'entreprise, c'est pas mal ça. C'est Je pense ça, que c'est- c'est pas de chance. Non, non, il y a Ouais, c'est entrepreneur en général, il n'y a pas ça, tu sais. Fait que si t'es pas du style entrepreneur, puis moi, je pense qu'il devrait donner des cours d'entrepreneur. Tu sais, au primaire, là, c'est comme on dirait. Ben, en tout cas, moi, dans mon temps, ça n'existait pas, là. C'était pas un métier qui existait, entrepreneur, là. Non, puis aujourd'hui, il est romantisé, le métier d'entrepreneur. Ouais, avec c'est les ça. réseaux sociaux, c'est Aussi. justement, tu penses À que... toutes les sauces, mais si t'es pas capable d'endosser que tu peux pas Ouais, puncher, punch c'est- Ben, out. c'est que tu penses que tu vas être ton propre boss, fait que je vais décider quand je Ouais, travaille, quand mais je vais non. partir en vacances, quand si, mais... Tu travailles juste tout le temps. Ben, c'est ça. Mais tu peux travailler tout le temps. Tu sais, je dis pas que je prends pas de vacances, mais tu sais, je prends des vacances pour aller chercher des connaissances ailleurs. Tu sais, ou chercher d'autres plantes, d'autres semences ailleurs que je Ben, vais c'est que 24 poster, heures sur tu sais. 24, Tu ça fait penses partie. toujours à C'est ça. exactement ça. Tu sais. C'est une passion aussi. Oui, c'est une t'sais. passion. Ça fait partie, tu sais, de ta vie, puis tout ça, là. Fait que, ouais, tu sais, oui, des problèmes, mais c'est ça que tu fais en entreprise, gérer des problèmes. Quand tu as dit ça, les vacances, je me suis déjà vue en train de mettre mes chaudières pendant qu'on part en vacances. Puis mon chum, pourquoi t'amènes tes paniers de cueillettes?
Ben, c'est parce que je sais que dans tel coin, Juste pas au moyen. C'est Ah vrai. ouais. Partout, tout le temps, tu sais. Ça, c'est comme, oh, on va aller voir tel marché. Non, tu trouves, ouais, je peux Non, pas non. partir même en vacances sans mes trucs de cueillette au cas où que je tombe sur Ben quelque oui. chose de wow, puis que je sais que dans tel coin il y a telle affaire, Ah, c'est puis je dois en rare, ramener ça, pour ben faire oui. des tests, puis pour Ouais. prendre des belles photos, puis C'est ça. blablabla, c'est ça. Fait que c'est toujours là. Fait que comme tu dis, tu sais, les défis, c'est Ouais. de base quand tu as une entreprise, ben faut être capable de porter tous les chapeaux, C'est ça. surtout quand tu commences. Ouais. Tu sais, c'est ça. Plus après tu grossis, ben là je pense que c'est plus Tranquille. facile de Ouais. déléguer tout ça. Moi aussi, j'étais encore au stade d'avoir tous les chapeaux, tu sais. Fait que ça, c'est clairement un défi, Ouais. je pense, pour beaucoup d'entrepreneurs. Puis au départ, moi, c'est pas pour rien que j'ai arrêté de faire la vente de produits. Au départ, c'était ce que je faisais aussi, comme je vous avais dit, faire de la cueillette en vraiment plus gros volume. J'avais des séchoirs, etc. Je transformais mes produits. Puis c'est comme j'étais rendue au stade où, soit, avec mes calculs que j'avais faits, c'est soit que j'arrêtais ça ou que je grossissais cette partie-là de l'entreprise. Puis si je grossissais, il fallait que je fasse juste ça. Tu sais, je ne serais pas arrivée où à peine cette formation. Puis en même temps, c'est une partie qui me faisait vraiment triper, la transformation. J'adorais ça, mais je m'étais rendu compte de ce que je viens de vous dire. Fait que là, je me suis dit, bon, il faut que je prenne une décision. Puis quand je me suis ramenée à c'était quoi la mission de mon entreprise, puis à pourquoi je faisais ça, dans le volet qu'on parlait tantôt de transmission de savoir, je vais être beaucoup plus alignée avec ma vision d'entreprise si je fais de l'enseignement puis du partage de connaissances que si je fais de la transformation puis je vends, 3000 fois le même pot, là, tu sais. C'est ça, c'était pas... c'est ça. Fait que je me suis revenue à ça, puis d'où, je sais pas, ça me fait penser à cette idée-là, tu sais, de bien s'asseoir au départ quand on part notre entreprise, à savoir c'est quoi notre mission, puis pourquoi je fais ça. Moi, j'avais eu la chance, justement, grâce à des sous que j'avais eu avec le MAPAC, justement, entre autres, pour ce que je vous avais parlé tantôt, à vraiment prendre le temps de faire mon plan de commercialisation, tout ça. Puis tu vois, en disant ça, ça m'a rappelé que c'était à là que j'étais retournée. OK, c'était quoi déjà, là? Pourquoi je fais ça, là? Moi, je pense me qu'il faut ramener. souvent revenir à ça. Ouais. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis allée là? Puis, tu sais, après ça, ça veut pas dire que ton entreprise, elle changera pas, puis tu feras pas un virage. C'est pas ça pantoute. Mais la base de pourquoi tu le fais, qu'est-ce qui t'a amené à créer ton entreprise, elle va rester là. Vraiment, tout le temps. Puis à chaque année, je pense, d'y revenir, tu sais, de regarder justement les défis que tu as eus, puis de dire, OK, là, j'ai eu ça qui a été tough, je veux pas reproduire, tu sais, je veux pas, tu sais, toujours rester dans ces mêmes défis-là, année après année. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ajuste? C'était quoi déjà, justement, le pourquoi, là, que je faisais ça, puis de se réaligner, puis de continuer. Moi, c'est ce qui m'a permis de prendre cette décision-là par rapport à la transformation de produits, par exemple, puis... Fait que je pense que ça peut faire une différence, là. J'aime le conseil de rester en ligne au pourquoi on s'est lancé dans cette entreprise-là. Ben, je pense dans ces domaines-là, tu sais, Ça on va est tous pas- des passionnés, Ouais. tu sais, puis on a tout un pourquoi assez fort. Ben, je pense que chaque entreprise doit avoir un pourquoi important, mais tu sais, nous, c'est vraiment de l'intérieur, là, il y a c'est quelque ça. chose de... Puis, tu sais, ça veut pas dire que tu iras pas essayer des choses. Tu sais, de toute façon, tu vas essayer des choses parce qu'à un moment donné, tu vas te dire, ah, j'ai le goût de faire ça. Fait que là, tu vas partir, tu sais, peut-être dans une chire de transformation. C'est Moi, ça parfait! m'est arrivé, tu sais. Puis là, ça a fait, ah, mais à un moment donné, tu fais comme, Wow, faut que je... oh, minute, j'ai une je vie. rajuste mes flûtes, puis j'ai une ça va vie bien. à vivre, là. Je dors plus. J'arrive Ouais. chez nous le soir, je transforme, puis là, le lendemain, ça repart. Tu sais, ça. Fait que c'est ce qui a fait que, tu sais, moi, ça a comme fait, wow, OK, là, on se mêle ça, là. On se tu sais, réajuste. On se réajuste, on C'est devient ça. plus petit. Puis, bon, ben, ça prendra le temps que ça prendra à grandir. Puis, C'est ça, c'est toujours se réajuster, je pense, finalement, en gardant l'idée initiale, mais pas de revenir exactement au Non, point initial. pas. Évidemment, c'est pas ça l'idée, c'est ça, c'est vraiment de toujours se réaligner, je pense, comme tu dis, là. Ouais. Puis moi, Se j'avais réajuster. une question aussi par rapport Audrey. Tantôt, tu parlais justement que en tant que semencière, des fois, dans les réunions de l'UPA, tu te sentais moins inclus parce que c'était Ouais, moins ça- comme des grandes cultures. Est-ce que vous êtes représenté dans l'Union des producteurs agricoles ou êtes-vous... ben, tu sais, mettons dans l'Union. Voyons, des producteurs agricoles, excuse-moi.
Puis, tu sais, t'as les cultures principales, là, Les grandes cultures. ben, pas les grandes cultures, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, c'est divisé, là. T'as les producteurs forestiers, t'as les producteurs maraîchers, tu sais, t'as les spécialisations aussi. Tu sais, lait, porc, œufs, poules, bon, puis grains, puis tout ça. Puis après ça, ils cordent comme agriculture de proximité, qui est toutes les entreprises qui font en bas de 100 000 par année. Puis toute autre culture ou toute autre production animale. Moi, je rentre dans toute autre culture. Fait que, tu sais, ça a été bien long. Même moi, j'ai dit, pourquoi tu me mets là? Non, mais je produis, moi aussi. Tu sais, puis on est plusieurs à produire, puis... tu sais, mettons, si je prends toute autre culture, toute autre production animale, puis, mettons, ferme de proximité, là, c'est parce qu'on est la moitié des producteurs, c'est ça, là. Juste ferme de proximité, la quantité de producteurs qui rentrent dans ferme de proximité, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas... C'est moitié-moitié, mettons. Moitié avec les autres qui sont représentés. Fait que, mais, tu sais, eux autres, ça fait tellement longtemps que leurs associations sont là, sont bien implantées, sont structurées, ils se versent l'argent eux autres mêmes dans leurs propres fonds pour s'aider à se promouvoir puis à organiser leur syndicalisme, que... tu sais, nous aussi, on fait partie de l'UPA, oui, tu sais, mais on est tellement tous différents que là, des fois, là, d'avoir un point commun sur quoi on va taper, ça va être un peu plus difficile. Parce que vos réalités sont différentes. Oui, c'est ça. Puis on se perd un peu dans toute la masse, tu sais. Donc, mais moi, je pense que le point à amener, c'est présentez-vous dans vos assemblées générales annuelles. Allez-y! D'un conseil, il y a de la place, ils vont vous accueillir à bras ouverts parce qu'il n'y en a pas du monde. T'sais, ben, en tout cas, on n'est pas beaucoup. Moi, j'y vais. Dans mon secteur, je suis là à mon syndicat local, je suis là à ma fédération régionale. Inquiète-toi pas, ils vont te faire la place. Si tu décides de te présenter, ils vont t'ouvrir grand les portes, ils vont dire « Ouh, on a quelqu'un qui va nous dire qu'est-ce qui se passe dans notre secteur, dans ça. » Fait que, tu sais, c'est important... pour les productions haute proximité, haute production de moutons ou whatever. Une affaire avec du poil. Fait que, tu sais, présentez-vous, puis il y a de la place dans les syndicats locaux. Là. J'avoue que c'est une belle manière d'évaluer les besoins, tu sais, justement de se présenter, de Comment? montrer, là, nous, on existe, fait que cette production-là fonctionne aussi. Puis, s'il n'y a pas personne qui y va, ben, c'est bien de valeur, mais ils l'ont pas, ton point de vue, là. Puis ils savent pas t'es qui. Fait que c'est important que tu y ailles puis que tu fonces. De toute façon, t'es entrepreneur, t'es capable de foncer. C'est juste de t'impliquer un petit peu dans ton... tu payes déjà ta cotisation. Exactement. Utilise-la. Ben, c'est le même conseil qu'on donne aux femmes qui veulent s'impliquer dans les instances. Vas-y, puis ose prendre la parole, puis ose donner ton opinion. C'est le même conseil. Il y a personne qui va te couper la parole. Il y a personne qui va t'empêcher de parler. Tu vas peut-être avoir des opinions différentes. Des fois, il y a des chocs là, qui se passent. Ça m'est arrivé. Mais ça fait prendre en compte une autre réalité, je pense. Puis plus que tu es là, plus que tu en parles, plus qu'ils connaissent ta réalité, plus qu'ils vont s'adapter. Fait que je pense que c'est un moyen de... souvent, on dit « Ah, l'union, c'est une grosse machine, ça change pas. » Ben oui, mais faire en sorte qu'elle change implique Le changement part par la base. Oui, c'est ça. Puis, en terminant, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour votre production, votre métier? Écoute, moi, j'aimerais ça que tous les producteurs de semences au Québec, là, on soit tous capables de vivre de notre production. J'aimerais vraiment beaucoup ça. Mais j'aimerais ça aussi que les gens puissent se nourrir à partir... Tu sais, vraiment, là,
se nourrir à partir de nos semences, être capable de se faire un petit jardin ou un petit plat de balcon, puis qui redécouvre, tu sais, des saveurs qu'on avait avant. Tu sais, nous autres, on est là pour préserver ça, puis pour créer des nouvelles valeurs, tu sais, des nouveaux légumes aussi. Fait que, tu sais, que les gens prennent conscience que c'est très long, c'est très ardu créer des nouvelles variétés. Ça peut prendre jusqu'à 10 à 15 ans créer une nouvelle variété de légumes. Fait que c'est beaucoup de recherche puis beaucoup de temps, tu sais, pour le semencier qui va le faire. Ça se fait pas en criant Carotte. Ciseaux. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, fait que, tu sais, c'est un métier de longue haleine, je te dirais. Puis je pense qu'il faut juste qu'on soit reconnu puis que les gens nous apprécient puis qu'ils nous découvrent aussi. Tu sais, qu'ils disent « Ah, ben oui, OK, je vais taper semences Québec, puis ou même aller sur le site du Jardin botanique. T'sais, ils ont la liste des semenciers au Québec. Fait que, Justement, je me demandais où on pouvait vous trouver. Eux, ils ont une liste là. Ensuite de ça, il y a aussi la fête de semences de Québec qui a cette liste-là. On essaie de la promouvoir le plus qu'on peut. Je pourrais vous la partager. Oui, certainement. On pourra la mettre dans notre description, là, certainement. La mettre dans votre description. Puis, tu sais, je pense que c'est ça, c'est que en sachant où aller chercher vos semences, vous allez arrêter d'acheter des semences qui viennent d'ailleurs, là. Puis, c'est des semences souvent hybrides qui sont faites. Mais je me bats beaucoup contre ça. Souvent, les semences qui viennent d'ailleurs puis qui sont hybrides, mettons des semences de tomates, ben c'est fait en Inde par des enfants. Fait que, l'éthique de ça est importante. Ouais. Quand vous... frisson, j'étais pas au courant, tu m'apprends vraiment quelque chose. Quand vous achetez des semences au magasin, pas cher, à 1 piastre, vous encouragez une industrie qui exploite des enfants. Je suis sous le choc. Mais on pense souvent aux vêtements. Aux vêtements, on pense pas jusqu'aux semences. Wow. Fait que, tu sais... Mais c'est petit, fait que c'est... Tu sais, une fleur de tomate, je pense que tout le monde a déjà vu un petit plant de tomate chez eux. Je pense que tout le monde sait comment est-ce qu'une fleur de tomate, c'est petit. Mais ils prennent le pollen dans une fleur, dans une rangée, puis transfèrent dans l'autre rangée, à côté, sur une autre fleur. Puis ils ferment la fleur. Wow. Mais pour faire ça, ça te prend des yeux exceptionnels. Moi, j'ai besoin d'une loupe pour faire ça. Je fais... Les hybrides que j'ai créés. J'ai un casque avec une grosse loupe en avant. Je ressemble à un mignon. Oui! Mais sur ça, on va le mettre en description, la photo. Mais tu sais, c'est ça. C'est quand on fait le choix de prendre une semence qui a été cultivée au Québec, on choisit quel type de production qu'on fait aussi. Fait au niveau de l'environnement, au niveau de l'éthique, c'est tellement important. C'est ça. C'est les deux, tu sais, qu'on choisit. Que... Je nous le souhaite à nous aussi, pas juste à toi ce futur-là, mais à nous aussi, justement, d'avoir un futur rempli de semences éthiques et environnementales. Yeah. Et toi, Joanie? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui sont ouvertes puis qui comprennent cet intérêt-là de mieux connaître la forêt, mieux connaître les plantes qui les entourent. Et que ces personnes-là se forment adéquatement pour le faire, pour pas nuire à la ressource. Parce que c'est une problématique qu'on peut avoir. Surtout, c'est de plus en plus, comme on disait, connu. De plus en plus, il y a des gens qui en parlent. Il y a un intérêt pour ça, de revenir à ça. Mais il faut le faire comme il faut. Si on devient trop nombreux à le faire, puis que c'est pas bien fait, on peut avoir un impact sur la ressource. Puis là, on a comme un effet contraire de ce qu'on veut à la base. Donc, j'invite vraiment les gens, moi, à s'informer, à s'éduquer correctement, justement à travers des cours, des formations, etc. Je pense que ça fait vraiment une différence après pour qu'on soit capable de continuer de façon viable puis qu'on ait les bénéfices de ça par la suite, mais que ça soit viable aussi puis que ça fonctionne. Là. Ben, je nous le souhaite, vraiment. Fait que merci beaucoup, les filles. C'est déjà la fin de l'émission, ça passe vite. Fait que merci beaucoup d'avoir été présentes aujourd'hui avec nous. Puis ça a vraiment été un plaisir de discuter. Merci beaucoup de l'invitation. Hey, Kat. Quoi?
c'est un autre épisode qui se conclut déjà. Déjà. Un épisode vraiment intéressant. Vraiment, c'est quoi que tu as préféré? Je pense que ce que j'ai préféré, ou du moins ce que j'ai trouvé le plus inspirant, c'est la passion commune que partagent Audrey et Joanie sur éduquer, sensibiliser les gens sur des traditions ancestrales qu'on a perdues. Toi? Mais là, tu m'as volé mon idée. Oh. Mais moi aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. Ben, justement, le lien, tu sais, je pense inconscient qu'il y avait comme ensemble. Puis aussi, ben, j'ai trouvé ça le fun aussi de parler des vraies réalités, des difficultés avec le financement, des fois le manque d'outils et tout. Je pense que c'est en ayant ce genre de discussion-là qu'on va permettre de créer des nouveaux outils pour que nos futurs entrepreneurs soient mieux encadrés. Donc, je trouve ça super intéressant, ce genre de discussion-là. Oui, puis d'ailleurs, ça m'amène à dire que via notre programme Dimension E en entrepreneuriat agricole féminin, on offre un service qui est le service de consultation personnalisée. Dans le fond, on a une agente à l'interne qui vous aide à trouver du financement. Tout à l'heure, Audrey nous parlait là, du financement qu'elle a eu dans sa MRC. Mais pour ne pas la nommer, notre collègue Anna, elle est là pour vous aider justement à trouver toutes les sources de financement possibles qui peuvent vous aider, soit dans le démarrage, dans la croissance de votre entreprise. Puis justement, Anna est au courant dans certaines MRC, là, lesquelles qui peuvent aider. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, ce service-là. Puis sinon, moi, ce que aussi, il y a quelque chose qui m'a vraiment choquée là, de l'épisode, puis je pense que ça s'est vu quand Audrey nous a parlé des semences produites par les enfants. Oui. Produites par des enfants. Je n'avais jamais pensé à ça et clairement, c'est venu troubler ma vie, si je peux dire. Je pense que c'est important qu'on soit conscient que ça, en tant que consommateur, de connaître d'où ça vient. Puis là, par la suite, on est-tu encore correct avec ça, là, le fait d'acheter quelque chose qui est produit par un enfant? Ben là, après, on peut se réajuster puis faire « Ah, ben finalement... je vais peut-être payer une ou deux piastres de plus, puis savoir d'où viennent les semences des gens passionnés qui aiment ça puis qui font ça parce qu'ils ont envie de faire ça, tu sais. » Exactement. Fait que ça m'a... j'ai été très surprise d'apprendre ça. Puis, un peu pour faire du pouce avec le service personnalisé pour le financement, il y a aussi un atelier qui est l'importance de créer des liens dans sa communauté qui m'a vraiment fait penser aussi, justement, avec les MRC, il y a beaucoup de services dans les villes, dans les communautés, justement. Donc, l'importance, fait qu'on a un atelier de formation complet là-dessus qui est super intéressant aussi. Tu as tout à fait raison. Fait que, ben nous, on va se retrouver pour un prochain épisode parce qu'on aime ça faire ça. On aime beaucoup trop ça, faire ça. Certainement. Mais d'ici là, on tient à remercier l'espace Coworking Rive-Sud pour le prêt de cette merveilleuse salle. Et sinon, ben n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de nous faire part de vos commentaires. À la prochaine! Bye!